réserviste, vous. Totalement réserviste. Ça vous prend beaucoup de temps de participer à ce genre d'expédition? Pas énormément. C'est une question d'organisation. La réserve, c'est assez important pour le service de santé, non? C'est fondamental. Je pense que 80% de la réserve médicale, enfin, le corps médical représente 80% des réservistes. Du domaine du service de Le santé? domaine service santé, bien entendu. Le domaine service santé, strictement. Hein. D'accord. Je crois que la proportion est à peu près du même ordre dans les services en général, non? Je n'en ai pas une idée formelle. Est-ce que c'est une médecine particulière, en fait? À mon niveau, aux médecines corps de troupe, le médecin de corps de troupe, lui, effectue une médecine de soins, une médecine de surveillance, finalement, une médecine d'entretien. A priori, je suis prêt après, de toute façon. Après, vous êtes complètement prêt. Exactement. Avancez-vous encore dans la Ok. lumière, s'il vous plaît. Ça va? Tu lances? Voilà. Ok, ça tourne. Représentez maintenant. Moteur, hein, Ça tourne. Bien, alors, je Type de médecine. Bien, au niveau médical, le médecin de corps de troupe effectue un service qui comprend la prophylaxie, l'hygiène des personnels. C'est fondamental, c'est ce qui permet d'entretenir finalement un corps en bonne fonction. Bien. Quand je parle de corps, je parle de groupement d'hommes, hein, bien entendu. C'est la sauvegarde et la survie des individus, quelle que soit leur nationalité, quel que soit leur rang, quelle que soit leur fonction. Et je pense que la médecine ne diffère pas énormément, sauf en cas de conflit, sauf en cas de gros problèmes. Bien, à ce niveau-là se pose le problème du tri. Le tri étant finalement le point un peu stratégique du médecin, car c'est là qu'il met un peu en conscience plus l'esprit d'homme que l'esprit médical. Le fait est que le choix prédomine la masse et non pas l'individu. C'est la masse qui compte. Hein. Je parlais tout à l'heure du problème de NBC. Lorsqu'on prend une irradiation en cas de guerre atomique, il va y avoir un énorme afflux de blessés qui va entraîner une surcharge considérable du service de santé. Il n'est donc pas possible de prendre en charge, comme en cas de conflit classique, les urgences en fonction de leur gravité, mais les urgences en fonction du nombre. C'est pour ça que les blessés au-dessus de 400 rad sont des blessés qui malheureusement risquent de ne pas pouvoir être évacués ultérieurement. Heureusement, on les abandonne. On les abandonne pas, on assure leurs soins sur place. Et on fait le maximum pour assurer leurs soins sur place, en souhaitant le maximum aussi qu'on puisse les évacuer. Donc on ne les abandonne pas. Il n'est pas question d'abandonner un blessé sur place. Bien. Inférieur à 150 grades, les soins sont effectués, si possible, au niveau du corps. Si ce n'est pas possible, les soins sont effectués au niveau de la section triage de la compagnie. Bien. Entre 150 et 400 rad, c'est l'évacuation systématique, en fonction des autres lésions potentielles qui puissent être présentées par le blessé. Sachant qu'en cas de conflit nucléaire, l'irradiation seule n'est pas en cause, mais il existe l'effet de souffle et l'effet de brûlure, qui modifie, je dirais que l'effet de brûlure modifie énormément le pronostic de la survie. Hein. Donc en fait, le problème du médecin en corps de troupe à mon niveau, au niveau d'un régiment d'artillerie, c'est dans la majeure partie des cas, le service de santé normal, assurer finalement la sécurité de chaque individu, assurer leur morale aussi, car finalement l'hygiène psychologique est fondamentale à ce niveau-là. Et enfin, assurer en cas de conflit, malheureusement, une action de tri qui est plus difficile à réaliser. Qu'est-ce que vous apporte de participer à des actions militaires alors que vous êtes un médecin civil? Je suis strictement médecin civil, je suis médecin généraliste en ville, je suis strictement civil. D'abord, je pense que c'est une participation au service de la nation. C'est une participation au service d'individus qui eux-mêmes font des efforts finalement très importants pour assurer un service d'artillerie qui est une manœuvre qui est souvent pénible, qui est souvent difficile. Et il est fondamental qu'un médecin soit là pour leur assurer les soins en cas de nécessité. Est-ce que ça ne fait pas même à la limite partie des problèmes qui se poseraient à tous les médecins civils? Non, pas tous les médecins civils. En tant que médecin réserviste intégré à un corps d'artillerie, à un régiment qui a une activité quand même très particulière, nous partirions sur des postes finalement plus avancés. Bien. Il est certain que la majorité des médecins qui seraient appelés en tant que réservistes seraient dans les sections de triage, donc au niveau divisionnaire, c'est-à-dire finalement loin de la ligne de feu. Et en plus, ces médecins auraient peu d'actions de soins. Ouais. Bien. Au niveau hôpitaux, certainement, les médecins auraient une grosse action chirurgicale, parce que la médecine classique, est essentiellement chirurgicale, bien entendu. Hein. Qu'est-ce qui vous a amené à continuer à avoir une action de réserve? Comment dire, je cherche le mot.
couper. Non, non, on continue. Allons. Je cherche le mot. Non, mais j'ai pas le mot en tête. C'est là. Simplement. La motivation, voilà. Bon, la motivation, première. La motivation face à. Donc, le fait est que j'ai continué mon activité de réserve pour une motivation face à un service national. Bien. Une motivation aussi, finalement, face à des individus qui, en cas de conflit, auraient besoin d'une médecine adaptée, dont la formation que l'on fait ici. D'autre part, je trouve une ambiance qui est finalement très satisfaisante et des contacts humains qui sont enrichissants. Ça n'est pas trop lourd par rapport à l'activité en cabinet? C'est totalement différent. C'est pas que c'est plus lourd, c'est totalement différent, bien entendu. On n'a pas du tout le même contact avec... Non, on a des contacts quand même avec les individus qui peuvent se rapprocher de la médecine de ville. Car finalement, on reste médecin avant tout. Le grade, souvent, s'efface face à la fonction. On reste médecin avant tout, quel que soit le grade, quel que soit le rang, on est médecin. Et par rapport à ce que ça vous pose comme problème sur le plan concret et à la limite financier, non. vous fermez? Non, je ne ferme pas. Non, j'ai une organisation telle que mon cabinet continue à tourner quand je ne suis pas là. J'assure la permanence des soins où que je sois. Quand je suis ici, j'assure une permanence de soins. Quand finalement je ne suis pas là, je suis ici, mon cabinet aussi marche, une permanence des soins est assurée. D'accord. Il n'est pas question de laisser un individu qu'il soit finalement sans soin. Est-ce que ce contexte assez particulier de la médecine fait de vous un officier de réserve différent des autres officiers de réserve? Est-ce que vous n'êtes pas à la limite plus proche de vos confrères d'actifs médecins que les autres réservistes de leurs confrères d'actifs qui sont simplement les techniciens? Une fois de plus, la fonction prime le grade. On est médecin avant tout. Quand on se rencontre, là, quand on a fait l'incorporation, par exemple, c'était avant-hier, oui, c'était hier, pardon, c'était hier. Nous avons fait l'incorporation avec un médecin d'actif, nous avons exactement la même fonction. Lui est d'actif, bon, peut-être est plus administratif dans certains domaines, mais il est médecin aussi. Tout à l'heure, j'ai pris contact avec mon homologue du SWIP. Nous avons une conversation strictement amicale. Le tutoiement est pratiquement d'office et les lettres que nous envoyons se terminent toujours par le sentiment amical ou le trait confraternel. Le domaine militaire s'efface face à la fonction pratiquement, tout en gardant bien entendu une position qui doit être hiérarchisée, hiérarchique et efficace. Ouais. En sens inverse, est-ce qu'il y a une différence entre les rappelés, les ex-appelés rappelés pour une période, et les appelés que vous avez pu connaître? Une petite différence dans la première demi-journée. Qui s'efface, qui s'estompe à la fin de la deuxième demi-journée et qui est pratiquement nulle le lendemain matin. C'est-à-dire que le comportement est parfois un peu délicat la première demi-journée, au premier abord, mais une fois mise en fonction, une fois mise en manœuvre, les personnes qui sont appelées ici, bon, manifestement, semblent satisfaites du travail qu'on leur ordonne à faire. Ouais. Pour vous, me semblez à la limite plus médecin que militaire? Je suis médecin avant tout. Je suis médecin avant tout. D'accord. Est-ce que vous avez l'impression que vos confrères officiers, mais non médecins, sont plutôt plus militaires ou plutôt plus civils déguisés? Non, ils ne sont certainement pas des civils déguisés. Hein. Ils sont strictement militaires. Ils ont une fonction aussi strictement militaire. De par leur fonction civile et de par leur fonction militaire, il y a souvent une scission la plus totale. Leurs travaux sont différents. Moi, je garde la même fonction que je sois en civil ou en militaire. J'effectue des soins, je m'occupe de personnes, je m'occupe d'individus, aussi bien sur le plan organique que psychologique, ce qui fait que je garde exactement la même attitude d'esprit. Totalement différent, finalement, de la personne qui va devoir manier une pièce, devoir commander des tirs, devoir effectuer des opérations de transmission qui peut très bien modifier complètement sa fonction. Ok. Merci. Vous êtes prêté à la chose? Normal.